Le 4 quarts politique de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche matin sur Radio J qui vous aide à décrypter, à analyser, à éclairer l'actualité de la semaine. Deux grands intervenants aujourd'hui, Denis Oliven, ancien directeur d'Europe 1, PDG aujourd'hui de Libération, et Jérôme Fourquet, directeur des études à l'IFOP. Nous parlerons de la société française, état des lieux. Denis Oliven, bonjour. Bonjour. Alors, on vous a retenu cette semaine tous les deux avec Jérôme Fourquet dans ce 4 quarts, qui est pour le coup un 2 quarts, puisque tous les deux, vous posez un diagnostic sur ce qui est en train de changer dans la société française à la veille des futures élections présidentielles. Rassurez-nous d'abord, Denis Oliven, le grand renoncement dont vous parlez, ça n'est pas un écho de l'étrange défaite de Marc Bloch. Je l'ai intitulé « Un étrange renoncement ». Ce livre, en effet, tout de même, c'est un clin d'œil à l'étrange défaite dans lequel Marc Bloch, ce grand historien, comme vous le savez, a expliqué en 1940 pourquoi nous avions été battus si vite et si profondément, en remontant 20 ou 30 ans ou 40 ans même en arrière, en essayant d'expliquer comment la France s'était, désorganisée. Et alors évidemment, la situation est beaucoup moins grave aujourd'hui, elle est beaucoup moins tragique, on ne parle pas de la même chose, mais moi c'est l'étrange renoncement de la France à la croissance, ce mot qui est presque interdit désormais, alors que pourtant la croissance c'est l'instrument du bien-être. Et en effet, quand vous regardez, il y a 40 ans, la France était le 5e pays du monde par sa richesse par habitant. Elle est aujourd'hui le 25e et on va continuer à dégringoler. Nous sommes les aventuriers de la croissance perdue. Et cette baisse de la croissance, sur la décennie, on a 1% de croissance à peu près, c'est-à-dire le niveau que nous avions en 1800, avant toutes ces révolutions industrielles, scientifiques, économiques qui nous ont permis de financer les acquis sur lesquels nous vivons aujourd'hui. Donc, si vous essayez de comprendre une bonne partie des mots français, vous trouvez ce facteur commun de l'affaiblissement de la croissance. Alors, vous, cette croissance, vous la souhaitez, vous l'espérez, vous y croyez même, et vous vous en prenez à tous ceux qui, socialistes, écologistes, insoumis, qui voudraient qu'on travaille moins, qu'on se détourne de l'innovation, qu'on refuse le marché, alors qu'il faudrait, à vos yeux, faire tout le contraire, innover, éduquer, investir. Vous pensez vraiment que la crise qu'on vit en France aujourd'hui est seulement une crise de croissance ? Je ne peux pas dire ça. Ce serait évidemment ça serait passé à côté de toute une série de facteurs sociologiques dont vous allez, j'imagine, parler avec Jérôme Fourquet, culturels, institutionnels. Mais tout de même, si la croissance ne permet pas de régler tout, l'absence de croissance détraque tout. Si vous essayez de comprendre pourquoi, un jour, on a une flambée dans les banlieues, le lendemain, une crise des gilets jaunes, le jour d'après, une révolte des fonctionnaires, le ras-le-bol fiscal, et même une question qui nous saute aux yeux désormais, la crispation identitaire. Quel est le point commun de tout ça ? Ces crises sont liées à l'affaiblissement de notre croissance. Pourquoi ? Parce que moins de croissance, c'est moins d'emplois, problème du chômage des jeunes dans les banlieues. Moins de croissance, c'est moins de pouvoir d'achat, problème des gilets jaunes. Moins de croissance, c'est moins de ressources pour les services publics, révolte des fonctionnaires ou malaise ou blues des fonctionnaires. Moins de croissance, comme vous ne pouvez pas réduire les dépenses publiques, c'est du coup plus d'impôts et plus de dettes, ras-le-bol fiscal. Moins de croissance aussi, c'est moins de dynamisme pour intégrer les populations étrangères, d'où la crispation identitaire. Si vous comparez simplement, vous faites une comparaison entre la France et l'Allemagne. On vient de célébrer, si j'ose dire, la fin du mandat d'Angela Merkel. Angela Merkel a régné, entre guillemets, pendant 15 ans. Pendant ces 15 ans, la richesse par habitant de l'Allemagne a progressé 3 fois plus vite que celle de la France. Le chômage allemand a été divisé par 2 et il est la moitié du nôtre. La dette
allemande en proportion du PIB est la moitié de la nôtre. Résultat des courses, lors du débat des dernières élections, qui a vu un débat de très haute tenue entre les écologistes, les libéraux, les sociodémocrates et la droite conservatrice allemande. Les deux extrêmes sont restés très très marginaux. Et on n'a pas du tout eu le type de discussion qu'on a en France. On n'a pas du tout vu l'émergence des populismes. Il y a eu une discussion de très haut niveau sur comment on va maintenir la croissance, comment on va décarboner l'économie, comment on va redistribuer les fruits de la croissance, un débat qu'on devrait avoir en France. Donc vous voyez bien... Il y a eu aussi, il faut bien le dire, la situation politique très différente dans chacun des deux pays. En Allemagne, je veux dire, chaque parti était représenté par son leader. En France, on a du mal. Les Républicains ont du mal. On voit surgir quelqu'un qui est totalement venu d'ailleurs. C'est vrai. Il n'y a pas ce système politique qui arrive à dégager des leaders de son propre sein. C'est vrai, mais je pense que c'est une spirale vicieuse, c'est-à-dire que le délitement progressif de notre situation économique, du fait de l'affaiblissement de la croissance, produit un affaiblissement, enfin un délitement de notre situation sociale, une crise de la société, et tout ça a une implication sur les partis politiques traditionnels jugés incapables de résoudre ces crises et donc qui sont progressivement mises en cause et dégagées entre guillemets. Donc vous voyez bien que ces deux facteurs sont liés. Donc je ne dis pas, je ne suis pas un fétichiste de la croissance. La croissance peut détruire l'environnement, la croissance peut être très injuste du point de vue de la redistribution de ses fruits. Donc je ne suis pas un fétiche, j'ai pas la religion de la croissance. Donc à partir de la croissance, on peut faire beaucoup de choses, mais sans croissance, nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Et puis il y a un élément que vous donnez, vous citez un chiffre inouï, 69% des Français pensent que le capitalisme fait plus de mal que de bien. C'est un chiffre vérifié, ça ? Oui, enfin, c'est des sondages, mais en effet, j'ai essayé de comprendre pourquoi cet étrange renoncement de la France à la croissance. Et quand j'ai essayé de comprendre pourquoi, des historiens de l'économie, très célèbres, l'un d'entre eux s'appelle Mokyr, mais d'autres, ont montré que la croissance, parce que vous savez que jusqu'au XVIIIe siècle, la situation des habitants de notre pays entre le XVIIIe siècle et par exemple le XIe ou le IXe siècle n'était pas très différente. Le niveau de vie était à peu près le même. Et puis tout à coup, à la fin du XVIIIe siècle, la fusée a décollé, la révolution. Et nous savons depuis 200 ans une situation, les équipements collectifs, l'éducation, les revenus, la santé, qui est sans exemple dans l'histoire de l'humanité. Et quand les historiens essaient de comprendre pourquoi ça a décollé, ils ne disent pas que ce sont des conditions matérielles, ils disent que ce sont des conditions culturelles, des conditions spirituelles, des conditions morales. Ce sont des valeurs. La société, avec la Révolution française notamment, les Lumières, à la fin du XVIIIe siècle, la société s'est mise à croire au travail, au progrès, au mérite, et elle a fabriqué cette croissance. Or, aujourd'hui, quand on essaie de comprendre pourquoi la France est dans cette situation d'affaiblissement de la croissance, j'observe que, c'est ma thèse, que j'essaie d'expliquer de la manière la plus pédagogique possible, que nous nous sommes brouillés avec les valeurs de la croissance. Nous nous sommes brouillés avec le travail, nous nous sommes brouillés avec l'entreprise, nous nous sommes brouillés avec le mérite, nous nous sommes brouillés avec l'innovation. Et qui s'est brouillé ? Et c'est difficile à dire pour moi parce que c'est ma famille. Les progressistes se sont fâchés avec le progrès. Les socialistes se sont fâchés avec le travail. La France insoumise est fâchée avec l'entreprise. Les écologistes sont fâchés avec l'innovation. Et la nouvelle gauche indigéniste, décoloniale, est fâchée avec le mérite. Et donc... Alors, vous plaidez, Denis Oliven, et c'est le mérite de ce livre, pour un pays apaisé et rassemblé. Vous parlez de réenchanter le travail, vaste programme, de mettre un tigre dans le moteur de l'ascension sociale, de revenir aux valeurs humanistes et généreuses, mais ça n'est pas le chemin que prend la campagne électorale avec l'ascension de l'extrême droite et de l'extrême gauche.
Ben oui, c'est le travers français, c'est-à-dire que je compare avec l'Allemagne, au lieu de se demander, revenons un peu sur les erreurs, parce que nous avons commis toute une série d'erreurs au cours des dernières décennies. Quand le chômage a commencé à progresser, qu'avons-nous fait? Au lieu d'essayer d'augmenter l'activité, nous avons partagé le travail. Résultat des courses, nous sommes le pays riche qui travaille le moins. Au monde. Comment voulez-vous produire plus de richesses en travaillant moins? Au moment où la démocratisation du système scolaire a commencé à se produire, nous avons massifié, moyenné le système éducatif au lieu de nous occuper des élèves les plus en difficulté, souvent issus des milieux les plus défavorisés. Résultat, nous avons le système éducatif, selon l'OCDE, le moins efficace et le plus inégalitaire du monde. Voilà. Et maintenant, devant la crise climatique, au lieu de nous dire il faut qu'on innove et qu'on innove et qu'on innove encore pour relever ce défi climatique, ce qui est possible et ce que d'autres pays décident de faire, nous commençons à nous brouiller avec l'innovation et on nous parle de décroissance. Nous sommes déjà très loin en matière d'innovation. Nous sommes le 11e pays d'Europe pour l'innovation, avec des tout petits pays devant nous, la Suède, la Suisse ou que sais-je encore. Nous sommes loin de l'Allemagne en termes de recherche et développement, très loin des pays scandinaves en matière d'université. Et au lieu de se concentrer là-dessus pendant le débat présidentiel, au lieu de se dire comment on va se réconcilier avec le travail, comment on va investir dans l'innovation et la recherche, notamment pour avoir une croissance verte, comment on va essayer de rendre le climat plus favorable à nos entreprises. On a le taux d'imposition du capital le plus élevé d'Europe. Au lieu de se concentrer sur ces débats, vous voyez bien qu'on oscille entre décroissance d'un côté et xénophobie de l'autre, disons. À mon sens, qui ne constitue ni l'un ni l'autre une réponse au problème français. On s'enfonce. Enfin, vous parlez de travail, il y a de rendre sa valeur au travail. Et il y a eu quelqu'un quand même qui a mené cette campagne à la dernière présidentielle, ou celle d'avant, pardon. C'est Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. Vous n'avez eu de cesse de lui tirer dessus. Et quand je dis vous, c'est la gauche, les socialistes. C'est vraiment à commencer par vous. Oui, enfin moi je suis pas encarté et je juge des actions en fonction de leur efficacité et c'est pas moi qui aurait contesté l'idée que pour travailler, il faut gagner plus pour travailler plus. Je suis très favorable à ça. Je ne pense pas que ça suffise, parce que par ailleurs, quand vous regardez, je l'explique dans le livre, quand vous regardez l'évolution de notre marché du travail, notamment sous l'effet de la révolution technologique, vous voyez que les emplois intermédiaires sont détruits. Ceux des gilets jaunes, disons. Et il faut non seulement travailler plus, mais il faut aussi qu'on développe les bons emplois dans ce pays par une stratégie adaptée. Donc, moi, je suis tout à fait pour gagner plus pour travailler plus pour gagner plus. Mais je pense que ça ne suffit pas comme politique. Mais en tout cas, ça, c'est un sujet beaucoup plus intéressant que les sujets qui font l'essentiel de la campagne pour l'instant. Alors, vous parlez dans le livre d'une vague obscurantiste, mais pas une fois n'est cité le nom de Zemmour. C'est valable d'ailleurs pour Jérôme Fourquet, je lui poserai la question tout à l'heure. Est-ce à dire que vous minimisez la portée du courant Zemmour? Je ne sais pas comment il faut l'appeler, parce qu'on ne sait toujours pas, puisque pour l'instant, il n'a pas de nom. C'est Éric Zemmour et puis ceux qui le soutiennent. Il n'y a pas vraiment de courant. Mais en tout cas, vous ne parlez ni de l'homme ni du courant. Non, parce que pour moi, c'est un symptôme, en fait. J'essaie d'expliquer dans ce livre comment c'est un symptôme, c'est-à-dire la crispation, ou en tout cas l'avènement de la question de l'immigration, de l'identité nationale sur le devant de la scène. Je ne dis pas que cette question n'existe pas, parce que même dans des pays qui vont mieux que nous, en Scandinavie par exemple, cette question se pose. Donc je ne dis pas que la question de l'identité nationale soit une mauvaise question, elle mérite d'être posée, je ne suis pas de ceux qui pensent que ça n'est pas un débat. Mais la surdétermination de ce thème dans l'actualité me paraît non pas une réponse à notre crise, mais un effet de cette crise. Parce qu'une fois encore, si vous prenez des pays qui sont comparables aux nôtres et qui ont des niveaux d'immigration comparables aux nôtres, prenons à nouveau l'Allemagne, même si son histoire est très différente, et bien sûr le passé allemand pèse sur les débats publics allemands.
et interdit un certain nombre de choses que dans d'autres pays on s'autorise. Mais si vous regardez la situation allemande, le niveau annuel d'immigration allemand est supérieur au nôtre. La part des étrangers dans la population est supérieure au nôtre. La part de l'islam dans la population est très légèrement inférieure au nôtre, 6% versus 8%. Donc ils sont dans une situation très semblable à la nôtre du point de vue. Et pourtant, la question de l'identité, de l'immigration et de l'islam ne se pose pas dans les mêmes termes, pour deux raisons. D'abord parce qu'ils n'ont pas eu la même stratégie d'immigration que nous, c'est vrai. Nous avons eu une immigration principalement familiale et eux, une immigration principalement de travail. Nous avons eu une immigration principalement non qualifiée et donc très exposée au chômage. Eux, ils ont cherché une immigration qualifiée. Nous avons une immigration très concentrée géographiquement sur l'Afrique et le Maghreb. Eux, ils ont une immigration plus diversifiée. Donc c'est vrai qu'on a eu une politique d'immigration qui n'était peut-être pas adaptée, mais surtout, ils ont un taux de croissance, une mobilité sociale, un fonctionnement du système éducatif, une politique urbaine beaucoup plus efficace que la nôtre, en sorte que ça produit deux effets. Le premier, c'est que les immigrés s'intègrent plus facilement, parce que tout fonctionne mieux, il y a plus d'emplois, l'école fonctionne mieux, donc leur intégration est plus facile. Et d'autre part, la population qui les accueille, moins angoissée sur son sort, parce que son pouvoir d'achat va mieux, parce que son emploi va mieux, parce que son logement va mieux, moins angoissé sur son propre sort, accueille ces étrangers d'une manière plus facile que nous ne le faisons. Donc pour moi, Zemmour n'est pas... le phénomène Zemmour est un symptôme de la crise. C'est une expression de notre maladie. C'est certainement pas la médication qui nous permettra de nous guérir. Alors, vous oubliez quand même dans votre comparaison avec l'Allemagne, d'abord l'équation coloniale, mais aussi le fait que nous avons eu infiniment plus de problèmes avec les attentats à répétition, avec les gens dont on coupait la tête, avec l'insécurité, avec l'immigration aussi. Alors vous dites croissance, est-ce que ça va résoudre tous ces problèmes? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, en dehors des outrances et des provocations, c'est vrai qu'il en fait une tous les jours, Éric Zemmour, on ne sait pas encore ce que sera son programme économique. Comment vous vous situez sur ce plan-là et comment vous nommez ce phénomène? Je vais commencer par votre deuxième question. C'est peut-être une accusation un peu violente, mais s'il est pétainiste du point de vue de la société, il m'a l'air assez gaulliste du point de vue économique. Enfin, il a une position assez années 70 ou 80, productiviste, des usines, de la croissance. Alors, il y a une partie de ce programme qui me paraît pas fausse, l'autre qui me paraît sans doute un peu désuète, parce que je pense pas que la question... C'est vrai qu'on a un problème industriel en France, mais je crois pas que l'avenir soit dans l'industrialisation. Et par ailleurs... C'est ce que pense d'ailleurs, on verra avec lui, Jérôme Fourquet. Et par ailleurs, il a l'air de négliger complètement la question du risque climatique. Ça ne lui paraît pas être un problème majeur. C'est d'ailleurs pas un problème majeur pour son électorat quand on regarde les enquêtes d'opinion. Pourtant, c'est un problème majeur. Et donc, il ne faut pas laisser le monopole de la réponse à la crise climatique à ceux qui pensent que c'est la décroissance qui nous permettrait de nous en sortir. Autrement dit, leur postologie, c'est de dire, puisque vous avez un problème de pulmonaire, arrêtez de respirer. Il faut essayer de traiter la question climatique par l'investissement, la recherche, le développement, la croissance verte. Et donc, son programme économique me paraît archaïque. Mais je crois que son principal problème n'est pas son programme économique. Et du coup, j'ai oublié votre première question. La première question, c'était est-ce que, en disant croissance. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Non, je vous le redis, je n'ai pas le fétichisme de la croissance. La croissance, c'est un moyen. Après, il faut une politique de redistribution, de justice sociale, parce que sinon, elle est à la fois
juste sur le plan moral et efficace, parce que ça, elle inclut les gens et donc ils sont plus efficaces, plus productifs. Il faut une politique de croissance qui soit respectueuse de l'environnement, qui veille à une croissance verte. Et puis il y a quelque chose qui ne relève ni de la croissance ni du reste, qui est la façon de vivre ensemble, le système éducatif, la protection de notre patrimoine, notre politique culturelle. Donc je n'ai pas la naïveté de penser qu'il n'y a que la croissance. Mais ce que je vois, c'est que c'est le problème que nous traitons le moins. Ça devrait être notre totem et c'est notre tabou. C'est un angle mort de notre réflexion. Toutes les autres questions que j'ai évoquées, elles sont traitées dans le débat public. Donc je n'ai pas tellement d'inquiétude sur ce sujet. En revanche... Je pense que quand Emmanuel Macron se mettra en liste, je pense que et sera candidat officiellement à sa succession, je pense que ces problèmes seront abordés par lui. Écoutez, en tous les cas, moi, la seule raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est parce que je souhaite que le maximum de gens soient conscients de cet enjeu et que, étant conscients de cet enjeu, ça puisse entrer dans le débat. Parce que c'est notre avenir, c'est celui de nos enfants. Une fois encore, c'est notre emploi, notre pouvoir d'achat, notre service public, notre système éducatif. Si nous n'avons pas ce moteur-là, nous ne pourrons pas faire face à ces enjeux. Et donc, nous allons précipiter notre peuple dans les bras des populistes qui prétendent avoir des recettes miracles qui ne sont pas des recettes miracles et qui sont plutôt des cauchemars que des rêves. On va entendre tout à l'heure Jérôme Fourquet sur l'évolution de la société française. Il a des intuitions assez intéressantes sur la métamorphose que vit la société française à la veille de ces élections. Alors, je voudrais avoir votre sentiment. Qu'est-ce qui a changé le plus durant ces dernières années? Ça, c'est la première chose. Et qu'est-ce qui singularise cette élection présidentielle par rapport aux autres élections présidentielles? Si on quitte le terrain qui est mon terrain de prédilection pour s'intéresser à la sociologie de la société française, sur laquelle je suis infiniment moins expert que Jérôme Fourquet, qui vous éclairera davantage que moi, ce qui me frappe, c'est la menace, l'étiolement, la crise de la classe moyenne. Je reviens à un sujet économique. L'une des caractéristiques de l'évolution économique de ces dernières années dans tous les pays riches, c'est que sous l'effet de la révolution technologique, le marché de l'emploi a complètement changé de nature. En gros, il a créé des emplois qualifiés, fortement rémunérés, ou bien les ingénieurs, disons, ou bien des emplois non qualifiés, faiblement rémunérés, je sais pas moi, le personnel de ménage. Mais entre les deux, les emplois qui constituaient une énorme partie de l'emploi français et les emplois de la classe moyenne sont en train de disparaître. Et ça produit deux choses. D'une part, ça accroît les inégalités, parce que cette classe intermédiaire avait des revenus intermédiaires. Donc ça laisse le pays pris entre les riches et les pauvres, disons. Donc ça accroît les inégalités. Et d'autre part, deuxième effet, ça crée au milieu du corps social français un état d'inquiétude et d'angoisse légitime qu'on a vu s'exprimer au moment des Gilets jaunes, mais qui s'exprime aussi, j'en suis certain, à l'occasion du vote de la présidentielle. Et donc si nous ne sommes pas capables de régler cette question, de donner à ces classes moyennes en plein déclassement, menacées de leurs emplois, menacées dans leurs revenus, une perspective à eux et à leurs enfants, nous ne pourrons pas régler le problème français. Donc, vous voyez, là, je quitte le sujet de la croissance pour m'intéresser à un autre sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette croissance ? Et consacrer une bonne part de nos ressources. Aujourd'hui, les riches ont les revenus de leur capital, et je résume, et les pauvres ont les revenus de la protection sociale. Et au milieu, la classe moyenne voit sa situation se dégrader. Si nous ne sommes pas capables de faire face à cette situation, nous allons au-devant de gros ennuis. Et je crois que ça, c'est un sujet sociologique essentiel pour nous. Merci Denis Oliven, PDG de Libération et qui vient de publier Un étrange renoncement aux éditions Albin Michel. On va faire une pause et nous recevons Jérôme Fourquet, directeur des études à l'IFOP.